tranches de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranches de vie, comme dans la belle chanson de Léo Ferré qui parle de la pluie à Ostende, Christine a les yeux taillés en amande. C'est une artiste, et elle a accepté de nous dire comment on devient une artiste, quelle est la part de la prédestination et celle du travail qui entrent en jeu pour parvenir à cet état. Mais elle va aussi nous parler plus particulièrement de son art, de la manière dont il s'exprime. Elle nous dira aussi quelle est la place de l'artiste dans la société en général et plus particulièrement de la nôtre. Enfin, comme chacun de nous, elle a sans doute des passions, autres qu'artistiques, qu'elle nous dévoilera peut-être si elle parvient à surmonter sa timidité naturelle. Mais j'arrête ici de la chambrer pour la remercier d'avance de tout ce qu'elle va nous apporter. Christine, bonjour, merci d'être là. Comment êtes-vous devenue une artiste ? Bonjour Jean-François. Comment je suis devenue une artiste ? Est-ce qu'on devient une artiste ou est-ce qu'on ne l'est pas déjà un petit peu en arrivant sur cette terre ? En tout cas, c'était, paraît-il, mon cas, puisque déjà petite, je manifestais des dispositions et une sensibilité particulière. Et j'ai rencontré mon médium de prédilection, on va dire, à l'adolescence. Et ce médium ? C'était la terre, le modelage de la terre. Il y avait d'autres voies que j'aurais préférées peut-être au départ. Par exemple, j'adore la musique et j'avais une professeure de musique qui m'avait incité à continuer parce que, soi-disant, j'avais des capacités. Bon, je ne l'ai pas fait. Et en ce qui concerne la sculpture, le modelage, ce médium, je l'ai laissé aussi pendant plusieurs années pour le reprendre, plus de 30 ans déjà. Vous aviez des dispositions, c'est-à-dire que vous dessiniez, vous modeliez déjà enfant ? J'avais des dispositions, oui, et puis un goût particulier pour tout ce qui était artistique. J'ai toujours aimé. Est-ce que vous avez entrepris des études pour justement confirmer les dispositions que vous aviez ? Je me suis offert mes études parce que il a fallu que je travaille assez tôt et assez vite. Et lorsque j'ai pu faire quelques économies et puis avoir une vie un tout petit peu plus tranquille, j'ai en effet fait des études de décoration, on va dire, décoration, étalage, dans une école spécialisée pour ça, pour me rapprocher un petit peu de... Mais vous n'avez pas suivi un cursus comme celui de certains artistes qui vont passer par les beaux-arts et puis qui ensuite auront une carrière artistique qui est dans le fil des études qu'ils ont entreprises. Vous avez commencé par travailler et puis c'est après que vous en avez eu la possibilité, vous avez développé vos dons artistiques. J'ai toujours essayé de me rapprocher de ce qui était ma vie, enfin ce que je voulais faire. Mais j'ai eu des difficultés parce que j'étais obligée la vie m'a obligée, entre guillemets, à me débrouiller, à gagner ma vie, à essayer de faire ce que je pouvais avec les moyens à ma disposition à l'époque. Donc c'est à partir du moment où vous avez pu vous assurer, grâce à votre travail, une certaine indépendance économique, que vous avez pu vous payer le luxe de pratiquer votre art ? J'ai jamais eu d'indépendance vraiment économique dans le sens où tout a toujours été difficile. C'est-à-dire que je travaillais et au fur et à mesure que je travaillais,
je saisissais toutes les possibilités pour me rapprocher de la partie artistique. J'ai fait plusieurs métiers. Je suis partie à l'étranger, j'ai monté un commerce, je suis revenue. De là, j'ai vu que j'avais des dispositions et que j'aimais décorer. J'ai fait cette école. C'est-à-dire qu'il y avait le travail d'un côté, il y avait la formation de l'autre. Et je naviguais de l'un à l'autre tout le temps, toute ma vie. Mais l'expression artistique telle que celle à laquelle vous aspiriez, ça a toujours été ce vers quoi vous tendiez. Malgré ces détours par d'autres formes de la vie active. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les métiers que vous avez pratiqués, sur les pays où vous avez dû aller travailler? Déjà, pour revenir à la sculpture, au modelage, c'était autour de 30 ans, un peu plus, j'étais sur Paris. Et à un moment, je me dis, tiens, j'aimais modeler. L'école dans laquelle j'étais avait repéré des dispositions, un don. Et j'aimais ça, je pouvais m'exprimer à travers la terre. Pourquoi je n'irais pas suivre des cours dans un atelier? Et je suis rentrée dans les ateliers de la ville de Paris. Il y avait un professeur qui était là, qui était compétent, c'était le genre de professeur dont j'avais besoin parce qu'il guidait. Il répondait à vos besoins au fur et à mesure sans vous imposer au départ un cadre restrictif. Vous avanciez, moi je savais ce que je voulais expérimenter, je savais ce que je voulais faire et lui il m'apportait à chaque fois la technique dont j'avais besoin. Et une fois que j'ai mis les mains dans la terre, le problème c'est que j'arrivais plus à les sortir. Et j'ai continué à modeler et ça s'est fait comme ça. Donc là, on a franchi une étape. Maintenant, on sait comment vous êtes devenu une artiste. On sait que vous n'avez pas fait de concession parce que j'imagine que le professeur qui vous a guidé, c'est pas lui qui vous a dit tiens, tu as des dispositions, tu vas aller dans telle direction. La direction, vous l'aviez déjà fixée vous-même. J'ai pas fixé de direction, je voulais mettre les mains dans la terre, j'ai été captée par la terre, j'ai pris la terre et puis j'en sortais des choses que j'avais dans ma tête, dans mon esprit. Et lorsque je les ai mises, je les ai sorties, j'ai eu autour de moi des personnes qui m'ont dit tiens, tu devrais peut-être exposer dans une exposition amateur qui se fait là. Et j'ai dit, pourquoi pas après tout. Et c'est ce que j'ai commencé à faire ça, j'ai exposé. Voilà. Bon, ça revient quand même à ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez quand même eu des personnes qui vous ont dit, tu devrais faire ça, tu devrais montrer ça, et concrétiser vos penchants par des démarches qui aboutissent normalement à la reconnaissance. Les choses se sont faites naturellement, puisque je me suis dit d'accord, pourquoi pas exposer. Il y a un petit village pas loin de chez ma mère, je vais demander à participer. J'ai participé et il se trouve que j'ai eu le premier prix de sculpture, donc c'était quand même encourageant. Ensuite, il y avait une autre exposition dans le village dans lequel j'ai grandi. Là, tout d'un coup, il y a eu un journaliste amateur d'art qui venait, et puis il a repéré les sculptures et il a fait ensuite un article que pour moi seul. Il a fait un article général pour tous, mais aussi un article pour moi-même. Et après, j'ai encore fait une exposition, tout à fait boule de neige, d'une manière naturelle. Et là, j'ai vendu. Et de fil en aiguille, des rencontres, des opportunités, du travail, évidemment le travail, mais j'étais passionnée par ce que je faisais, j'étais complètement obnubilée. Donc ça se passait dans la cuisine, l'arrière-cuisine de ma mère. La pauvre, on s'en est arrangé toutes les deux quand même. Ce que vous êtes en train de nous décrire depuis le début, ça me ramène à la phrase célèbre l'art n'est de contrainte, vie de lutte et meurt de liberté. C'est-à-dire que vous avez toujours eu des obstacles à franchir pour pouvoir faire ce que vous vouliez. Vous avez parlé de terre. Est-ce que c'est la seule matière à laquelle vous vous êtes affrontée dans votre travail de sculptrice?
Dans mon propre travail, oui. Par contre, j'ai voulu toucher la pierre, donc je me suis initiée, mais c'est pas mon médium. Moi, j'ai besoin d'un médium malléable dans lequel j'imprime de la spontanéité et de l'énergie, parce que je mettais beaucoup d'énergie dans ce que je faisais. Et la terre est le médium qui me convenait pour ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le style, sur la dimension des œuvres que vous avez réalisées? Est-ce que c'est du figuratif? Est-ce que vous avez des thèmes de prédilection? C'était plutôt du figuratif. J'adore les chevaux, par exemple, qui symbolisent les forces vitales, les forces de vie. J'ai des origines peut-être aussi qui ont fait que des origines espagnoles, hein, qui ont fait que, entre autres, hein, mais tout ce qui est hispanique m'avait inspiré parce qu'il y a beaucoup de force, de tension même dans le flamenco, dans toutes ces danses et tous ces rythmes, et malgré mes apparences tranquilles, il y a quand même chez moi une énergie, une passion qui trouve un écho dans ces traditions pour l'expression artistique. Alors ces origines auxquelles vous faites allusion, c'est ce qui explique peut-être votre intérêt pour le Quirote? Je pense pas que ce soit vraiment mes origines. Le Don Quichotte, c'est un personnage idéaliste pour moi, qui voit le monde tel qu'il devrait être et les gens tels qu'ils sont peut-être derrière le voile des apparences, d'une certaine manière. C'est l'idéalisme de ce Don Quichotte qui veut un monde plus beau, plus juste, et puis qui se prend des gadins parce que il est déconnecté d'une réalité qui, elle, est triviale très souvent. Et c'est ça, Don Quichotte. J'ai lu 2 fois le livre dans 2 versions différentes. C'est cette partie-là de lui qui m'intéresse. C'est vrai que c'est un personnage, on peut y mettre plein de choses. Hein. Tous les artistes qui se sont intéressés à Don Quichotte le voient différemment. Mais moi, c'est le côté idéaliste de chevalier qui part à la défense de la veuve et l'opprimé, et puis qui malheureusement... Qui est constamment à la poursuite d'un idéal. Donc ça ne peut qu'intéresser un artiste qui a décidé que sa vocation, ce serait l'art pour l'art. Parlez-nous un petit peu de l'aspect technique de votre travail. Ces terres, vous les cuisiez, qu'est-ce qui assurait leur durée? Il valait mieux les cuire. En plus, je ne pouvais pas les vider, ces terres, parce qu'elles étaient tellement écorchées. Très souvent, on a souvent pensé que j'étais pas une sculptrice, un sculpteur. Donnez-nous des détails bien techniques, hein, parce que là, vous parlez à des ignorants, dont je suis. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites vider? C'est-à-dire qu'en général, la terre, quand il est possible de le faire, on la coupe et on vide, on retire l'excédent à l'intérieur, ce qui fait que la pièce est moins lourde. Mmh. Et il y a aussi moins de chances pour qu'elle éclate à la cuisson. Moi, je ne pouvais pas vider, donc j'avais une technique à moi pour la garder indemne, enfin dans sa totalité, sauf qu'une fois cuite, c'était très long le temps de séchage, cuisson, etc. 24 heures de cuisson, un séchage d'1 mois au moins, et une technique pour faire en sorte que les bulles d'air ne fassent pas éclater, avec toujours une angoisse au ventre quand vous avez passé des heures sur une pièce, qu'elle n'éclate pas, parce que quand elle est réussie, ou quand vous sentez que vous avez mis dedans ce qu'il fallait, si tout part comme ça, c'est un peu difficile à supporter. Ça m'est arrivé une fois. Elle n'a pas éclaté complètement, mais elle m'a permis de rebondir sur autre chose. C'est marrant parce que j'ai fait un mixte de terre et de bois, avec une souche de bois. Et finalement, presque tant mieux qu'elle a cassé comme ça. Utiliser le hasard est venu à votre secours. Oui, c'est une espèce de hasard, de providentiel, mais moi j'ai tendance à prendre les choses comme elles viennent et puis à les manipuler. Qui a été récupéré par votre inspiration quand même. Mais alors, les pièces que vous faisiez,
je ne sais pas si vous en faites encore, Non. on va en parler. Est-ce qu'elles étaient de grande taille? Bon, c'est des pièces, ça peut être 50 à 70 cm de haut. Bon, il y a la profondeur, la largeur, oui, de 50 cm en haut, en large. Enfin bon, grosso modo, pour vous donner une idée. Mais alors, la terre, pour laquelle vous aviez, semble-t-il, une grande prédilection, ça ne vous a pas attiré vers la céramique, vers la poterie? Non, parce que moi, ce que je voulais, c'était exprimer quelque chose. Je voulais exprimer les forces de vie, les forces d'amour, les forces de mort. Et j'avais des thèmes pour ça. Et c'est beaucoup sur ça jouait beaucoup sur la dualité, les oppositions. Bien, mal, bon, comme la nuit, le jour, ou alors les oppositions complémentaires, comme par exemple j'avais fait un ensemble qui s'appelait Yin Yang avec 2 chevaux enlacés, dont l'un était blanc, l'autre était noir, et qui formait une roue d'énergie. Et cette roue ne peut tourner que si il y a 2 opposés en présence. C'est ce qu'on appelle les opposés complémentaires. Donc il y a toute une philosophie derrière qui m'intéressait aussi de mettre en adéquation avec mon ressenti. Et puis, Alors là, vous abordez quelque chose aussi qui est important. Vous avez une affinité particulière pour certaines écoles de pensée philosophique ou certaines religions qui vous ont soutenu dans votre travail de création? je n'aime pas le mot religion, je préfère spiritualité, ou j'aime aussi le pragmatisme. Et le bouddhisme, par exemple, c'est une philosophie plus qu'une religion. Bouddha est certainement un être, ce qu'on appelle un initié, quelqu'un qui apporte quelque chose de plus à l'humanité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai qu'au fil de mes lectures, de mes méditations, de mes réflexions, c'est de comprendre le sens de la vie et puis de savoir qui nous sommes. C'est bon, c'est vrai que j'ai des questions, ce qu'on appelle métaphysiques, ça doit être ça. C'est pas un gros mot, hein. Non, c'est pas un gros mot, mais bon, c'est des questions que je me suis posées déjà toute jeune par rapport au sens de la vie, le sens. Et toutes ces philosophies m'aident à comprendre, à appréhender et à adapter, ou à me confortent dans des voies. Et à accepter le monde tel qu'il est? Je pense que nous sommes obligés de l'accepter, ce monde, parce qu'il est là, mais on peut-être trouver moyen de l'améliorer, de faire au mieux. Et ça, c'est un peu mon objectif dans la vie. Christine, vous avez parlé à plusieurs reprises de votre art comme quelque chose du passé. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tout en restant passionnément intéressé par la création, vous ne pratiquez plus l'art que vous pratiquiez auparavant? Non, je ne pratique plus. C'est vrai que j'ai arrêté d'un coup suite à beaucoup d'événements qui se sont produits et des confrontations désagréables aussi avec l'administration au moment où j'avais ce statut. Et bon, j'ai dû régler des problèmes, mais pour régler tous ces problèmes, je ne pouvais pas continuer. Et je ne peux pas reprendre, parce que pour reprendre, la sculpture étant un art assez ingrat, où il faut de la place, qui est salissant, qui est encombrant, on ne peut pas, comme un écrivain, un peintre, ou prendre sa terre et puis l'emmener où on veut, comme on veut, et faire ce que l'on veut là où on est. C'est pas possible. Mais est-ce que c'est uniquement ces contraintes matérielles, à savoir le fait de ne pas disposer d'un atelier que vous pourriez maculer de terre et vous auriez les coups des franges pour vous exprimer, qui vous empêchent de le faire? C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis trouvée dans une situation où j'avais... Dieu soit loué, et je suis contente de cela, finalement. J'avais moins envie, j'avais exprimé déjà l'essentiel. Et je me suis dit, si je retouche à la terre maintenant, je vais être peut-être encore captée. Elle me fait peur, cette terre, quelque part. Je vais être encore captée et je vais vouloir aller plus loin, et puis je vais être prise comme
alors que c'est pas le moment. Je le sens, ça, je sentais que c'était pas le moment de reprendre comme avant. Donc je laisse, puis j'essaye de dériver tout ce qui est création sur d'autres voies. Quelles sont ces voies ? Mais déjà, je parle des autres, déjà pas mal, puisque la radio RLP m'offre la possibilité de parler d'art. Et comme j'ai accueilli dans mon atelier ou sur les lieux d'exposition des gens qui semblaient un petit peu perplexes ou égarés sur l'art, surtout du XXe siècle, ils ne le comprennent pas. Je me suis dit que peut-être ce serait bien d'apporter quelques éclairages tout en restant quand même neutre, ne pas donner trop mon avis, de donner des clés de compréhension aux personnes de manière... parce qu'il y avait voilà, j'ai voulu répondre à une demande. Voilà, alors tout. Ça, c'est ce que vous faites Oui. dans la belle émission artistique que vous faites régulièrement sur Radio Libre en Périgord, Voilà, mais vous le faites aussi avec des élèves. Mais pourtant, défendre le figuratif tel que vous le pratiquiez, est-ce que c'est facile aujourd'hui ? Défendre le figuratif, mais on revient au figuratif, hein. Et puis de toute façon, peu importe, ce qui compte, c'est suivre son chemin. Un artiste, il suit son chemin. Bon, évidemment, il y a des modes, il y a un art institutionnel, il y a le monde tel qu'il est, le reflet, l'art est souvent le reflet de ce que l'on voit dans le monde en aberration aussi, hein. Il y a de tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Et je pense que l'artiste sincère et authentique, il suit son chemin. Le chemin, c'est un impératif intérieur avant tout, que ce soit figuratif ou abstrait ou ce que vous voulez. Voilà, à mon avis, c'est ça. Est-ce que vous êtes satisfaite de la place qu'ont les artistes aujourd'hui dans la société ? Alors j'entends bien que c'est une vaste question, mais puisqu'on assiste à des engouements que la majorité des personnes ne comprennent pas pour tel ou tel artiste, et puis ensuite ça disparaît, et le relais est pris par d'autres. Vous avez prononcé le mot de mode. Est-ce que ça nuit à la place de l'artiste dans la société actuelle ? Je vous ai dit que l'art était à l'image du monde, donc il y a des gens talentueux, il y a des imposteurs, il y a des je m'en foutistes, il y a de tout dans le milieu artistique. Et nous sommes dans le monde économique où l'argent est maître et où nous voyons bien que on peut faire un artiste avec de l'argent tout simplement et ramener de l'argent avec l'argent. Donc c'est des choses qui sont... qu'on ne peut pas ignorer, qui sont de fait. Vous pensez qu'on est dans une société, une économie, une société, oui, qui peut créer comme ça du jour au lendemain des artistes reconnus, c'est-à-dire que créer de la notoriété d'une manière tout à fait vénale, financière, et puis ensuite, au contraire, ne pas reconnaître à des artistes qui ont des choses à dire, qu'ils les expriment bien, la place qu'il leur est due ? C'est ce qu'on constate, donc je ne l'ai pas inventé, hein, je le vois aussi, nous le voyons. Si je rentre dans les détails, on va passer la journée. Je voudrais simplement vous demander comment vous voyez, qu'est-ce qu'il faudrait faire, même en faisant intervenir la puissance publique, pour à la fois former le goût du public, en l'attirant vers les meilleures choses, et puis redonner aux artistes qui le méritent la place qui leur revient. Il n'y a pas à attirer les gens vers les meilleures choses. Déjà, peut-être il y a eu une éducation à faire pour leur faire comprendre pourquoi tel courant a eu... C'est ce que je fais dans La Voix des Arts, d'ailleurs. Qui est l'émission que vous faites à Radio Libre en Périgord. Voilà. C'est donc ce que vous avez fait votre travail, votre contribution, c'est un travail d'éducation du public.
Mais j'ai toujours fait ça, même dans l'art, dans mon art de sculpteur, parce que quand vous allez dans les campagnes, et à l'époque, vous exposiez, vous faisiez venir du monde, vous aviez un rôle d'éducateur, d'animateur, vous aviez ce rôle-là vis-à-vis du public. Donc déjà, je faisais ce que je fais à la Voix des Arts, mais par l'intermédiaire de médiums qui pouvaient être mes sculptures, mais aussi les peintures de mes camarades ou d'autres sculpteurs. C'était un de mes rôles, et en plus mon art, j'ai toujours essayé de le mettre au service de quelque chose qui me donne un sens, justement. D'accord, donc c'est pas seulement l'art pour l'art, c'est aussi l'art pour les autres. C'est l'art, c'est-à-dire que vous avez une disposition. De cette disposition, vous la mettez en place. Vous travaillez. Bon, il y a du travail, hein, parce que en plus, vous avez un don, mais le travail compte énormément aussi. Hein. Et petit à petit, plus vous avancez, plus vous perfectionnez vous-même, vous trouvez d'autres techniques, vous approfondissez, votre art, il évolue avec vous. Et donc il y a cette partie-là. Ensuite, il y a quoi ? Il y a la partie diffusion. Vous essayez de vendre aussi les sculptures, hein, ce que j'ai fait. Donc j'ai essayé de diffuser. Il y a la partie aussi où il y a eu une notoriété avec tous les prix que j'ai reçus, etc. Et puis il y a la partie sociale où vous mettez l'art au service des autres, dans le sens où vous participez à des projets ou éducatif, culturel, ou de défense, par exemple défense du cheval, une jeune femme qui s'occupait de cela. Donc on met notre art au service de... Et c'était aussi, puisque je suis une artiste de province, aller dans les campagnes, ce que fait maintenant l'agence culturelle, hein, c'est son boulot, elle est payée pour ça. Mais nous, autrefois, ou moi, ou d'autres, on allait dans les campagnes, j'allais dans les campagnes et je savais très bien qu'en étant là, on allait attirer aussi du monde, on crée des espaces de convivialité avec les gens du pays. Tout le monde était content, les gens venaient, ils buvaient un coup, ils regardaient les œuvres, ils parlaient les uns avec les autres. Et c'était, voilà comment la vie évoluait dans les campagnes. Je vais vous poser une dernière question, puisque malheureusement le temps est passé très très vite. Si la Terre vous appelait à nouveau, vous reviendriez à elle ? Mais la Terre, moi je dois dire que être sculpteur, artiste comme je l'étais au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, je ne voudrais plus l'être parce que d'abord je me suis confrontée au statut d'artiste, hein, qui était mal fichu à cette époque-là, qui m'a beaucoup pénalisée, je le dis, et je ne pourrais plus faire comme je le faisais à l'époque, hein, parce que j'ai évolué aussi, et puis je ne veux plus retomber dans ces contraintes administratives que j'ai dû supporter à l'époque, qui m'ont quand même, qui ont fait que j'ai dû laisser aussi cet art, hein, j'ai dû laisser mon art, quoi, voilà, on va dire ça. Christine, je vais vous remercier de nous avoir parlé de votre art, de nous avoir parlé de vos tourments d'artiste et de vos joies. Et je vous souhaite bonne chance dans le travail d'éducation que vous entreprenez maintenant. Je vous remercie, Jean-François, pour cette interview et cette émission. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.